Je m'appelle Pierre Dubois et je suis un jeune professeur idéaliste lyonnais. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours pensé que le système éducatif français avait besoin d'une profonde réforme. J'ai passé des mois à travailler dur sur un programme innovant intégrant les nouvelles technologies et les méthodes interactives dans l'enseignement. L'idée était simple, rendre l'apprentissage plus engageant et accessible aux étudiants, en utilisant des outils qu'ils connaissaient déjà, comme les tablettes et les applications éducatives. Un jour, excité et plein d'espoir, j'ai décidé de présenter ma proposition lors d'une conférence pédagogique. Je suis entré dans la salle avec un mélange de nervosité et d'enthousiasme, espérant que mes collègues verraient le potentiel transformateur de mon idée. Cependant, la réalité était bien différente. Dès que j'ai terminé ma présentation, j'ai été bombardé d'un barrage de critiques et de rires. « Pierre, tu es un rêveur », s'est exclamé Antoine Lefebvre, professeur réputé et très respecté dans le domaine de l'éducation. Ces idées sont téméraires et n'ont aucun fondement dans la réalité de notre système scolaire. Pensez-vous vraiment que les tablettes et les applications vont résoudre les problèmes structurels de l'éducation française? La salle résonnait de rires et de murmures d'approbation. Je me sentais humilié et déprimé, mais j'essayais de garder mon sang-froid. Je crois qu'avec une mise en œuvre et une formation appropriée, ces méthodes peuvent vraiment faire une différence, répondis-je en essayant de paraître confiant. Tu plaisantes, Pierre, poursuivit Lefebvre avec un sourire sarcastique. La dernière chose dont nos étudiants ont besoin, c'est de plus de distraction. Ils ont déjà assez de mal à se concentrer sur les livres, sans parler de ces jouets technologiques. Ces mots ont été comme des coups de couteau dans mon cœur. J'ai quitté la conférence en me sentant vaincu, mais une petite flamme de détermination brûlait encore en moi. Je savais que mes idées avaient de la valeur et pouvaient véritablement améliorer l'éducation. J'ai décidé que je n'allais pas abandonner. J'ai passé les mois suivants à peaufiner mon projet, en intégrant les retours d'enseignants plus jeunes, plus progressistes et ouverts aux nouvelles approches. Parmi ces enseignants, j'ai trouvé de précieux alliés qui croyaient au potentiel de mon programme. Lors d'une des réunions avec ces enseignants, j'ai demandé « Pensez-vous vraiment que nous sommes sur la bonne voie? Que cette approche peut fonctionner dans les salles de classe? » « Je le crois, Pierre, » répond Sophie, une jeune professeure de sciences. Les étudiants sont de plus en plus connectés au monde numérique. Si nous pouvons orienter cette connexion vers quelque chose d'éducatif, cela pourrait être révolutionnaire. Exactement, acquiesce Julien, professeur d'histoire. Nous devons adapter notre enseignement à la réalité de nos étudiants, et non l'inverse. Et vos idées constituent un pas important dans cette direction. Ces mots d'encouragement ont été un baume pour mon âme. J'ai décidé que, malgré l'opposition de Lefebvre et d'autres traditionalistes, je continuerai à me battre pour mon projet. L'humiliation publique que j'ai subie lors de la conférence a été un coup dur, mais elle a aussi été un tournant. Elle m'a fait comprendre que le changement n'est jamais facile et qu'il y aura toujours des résistances. Cependant, la véritable innovation vient de ceux qui sont prêts à affronter ces adversités de front. Avec le soutien de mes nouveaux alliés, j'ai continué à améliorer mon programme, toujours à la recherche de moyens de le rendre plus efficace et plus accessible. Chaque petite avancée était une victoire et chaque critique constructive était une opportunité de s'améliorer. J'étais déterminé à prouver que mes idées n'étaient pas de simples rêves fous, mais des solutions viables aux problèmes de notre système éducatif. C'est ainsi que, avec courage et détermination, j'ai avancé, prêt à relever tous les défis qui se présentaient à moi. Le voyage ne faisait que commencer et j'étais plus déterminé que jamais à transformer l'éducation en France. Le voyage auquel j'ai dû faire face après l'humiliation initiale a été, sans aucun doute, l'une des phases les plus difficiles de ma vie. Même avec le soutien de quelques collègues innovants, j'ai ressenti le poids de la solitude et de la résistance à chaque étape. Antoine Lefebvre, avec son influence et sa vision traditionnaliste, semblait déterminé à bloquer toutes mes tentatives pour faire avancer le projet. Je savais que ce ne serait pas facile, mais la croyance dans le potentiel transformateur de mon programme m'a donné la force de continuer. C'est au milieu de cette tourmente que j'ai rencontré Marie Clément, enseignante expérimentée dans une école rurale. Marie était connue pour son approche pratique et humaniste de l'éducation. Lors d'une réunion informelle, alors que j'exprimais mes frustrations, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Pierre, je crois en votre projet. Nous le mettrons en œuvre dans mon école. Si nous obtenons des résultats positifs,
nous aurons une base solide à présenter au ministère. Ces mots étaient un souffle d'espoir. Ensemble, nous avons commencé à travailler fort pour adapter le programme à la réalité de l'école de Marie. La résistance initiale fut énorme. De nombreux enseignants et parents étaient sceptiques et inquiets face à ces changements. Marie, avec son expérience et son charisme, a contribué à apaiser les esprits et à faire en sorte que chacun donne sa chance à la nouvelle méthode. Marie, comment allons-nous convaincre tout le monde que c'est la meilleure approche? Ai-je demandé, inquiet. Pierre, la clé est la transparence et la patience. Nous montrerons les résultats petit à petit et écouterons les préoccupations de chacun. Personne ne peut nier des faits concrets, a-t-elle répondu avec un sourire confiant. La mise en œuvre du programme à petite échelle a été un processus lent et laborieux. Chaque cours a été soigneusement planifié, intégrant de nouvelles technologies et méthodes interactives. Les premiers mois ont été difficiles, avec certains enseignants réticents et les étudiants encore en train de s'adapter à la nouvelle dynamique. Mais peu à peu, les résultats ont commencé à apparaître. Les élèves étaient plus engagés, les notes se sont améliorées, étonnamment, les abandons scolaires ont commencé à diminuer. Un jour, lors d'une réunion de feedback avec les parents, l'un d'eux s'est levé et a dit « Je n'ai jamais vu mon fils aussi intéressé par l'école qu'aujourd'hui. Il parle de ses cours avec enthousiasme, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Merci, Monsieur Dubois. » Ces mots étaient comme une musique à mes oreilles. J'ai réalisé que nous étions sur la bonne voie. La résistance, bien que toujours présente, a commencé à faiblir à mesure que de plus en plus de preuves des avantages du programme apparaissaient. Cependant, l'influence d'Antoine Lefebvre continue de constituer un obstacle. Il a utilisé toutes ses relations pour tenter de discréditer notre travail. Lors d'une réunion avec des directeurs d'autres écoles, j'ai entendu dire qu'il avait déclaré « Ce programme Dubois est une perte de temps. Il joue avec l'avenir de nos jeunes. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, mais j'étais déterminée à ne pas les laisser m'abattre. Marie et moi avons continué à travailler sans relâche, collectant des données, peaufinant les détails et recherchant le soutien de ceux qui étaient prêts à écouter. Un après-midi, alors que nous examinions les résultats préliminaires, Marie a commenté. « Pierre, nous écrivons l'histoire ici. Quoi qu'on dise, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous devons aller de l'avant. » Avec le soutien de Marie et les résultats positifs qui commençaient à se consolider, j'ai réalisé qu'il était temps de faire un plus grand pas. Nous devions présenter le programme au ministère de l'Éducation. Jusqu'à présent, le voyage avait été solitaire et ardu, mais chaque obstacle surmonté renforçait ma conviction que nous étions sur la bonne voie. Marie m'a toujours rappelé, l'innovation n'a jamais été facile, Pierre. Mais la récompense d'une meilleure éducation pour nos jeunes vaut tous les défis relevés. Ainsi, avec un courage et une détermination renouvelée, nous nous sommes préparés à la prochaine grande étape, présenter notre travail au ministère de l'Éducation nationale, dans l'espoir de transformer l'éducation partout en France. La décision de confier notre programme au ministère de l'Éducation a été une étape cruciale et pleine d'anxiété. Nous avons passé des mois à appliquer la méthodologie, à collecter des données et à procéder à des ajustements en fonction des commentaires des enseignants et des étudiants. Marie et moi savions que pour que notre travail ait un impact réel et durable, nous aurions besoin de l'approbation du ministère. Le matin de la réunion, je me suis réveillée avec un mélange de nervosité et d'excitation. Marie m'a rencontrée au café du coin, comme elle le faisait toujours. Elle semblait calme, mais je savais qu'à l'intérieur elle était aussi tendue. Pierre, nous devons croire en ce que nous avons construit. Nous avons des données solides et de vraies histoires de transformation. Montrons-le leur, a déclaré Marie en me tenant fermement la main. Nous sommes arrivés au bâtiment du ministère et avons été conduits au bureau de Jacques Dupont, le directeur du département de l'innovation pédagogique. Il avait la réputation d'être un homme difficile à impressionner, mais il était également connu pour son esprit ouvert aux nouvelles idées. « Monsieur Dubois, Madame Clément, veuillez vous asseoir, » dit Jacques en désignant les chaises devant sa table. « J'ai reçu vos demandes et je suis curieux d'entendre ce que vous avez à dire. » J'ai commencé la présentation par un aperçu du programme, mettant en évidence les technologies et les méthodes interactives que nous avons intégrées au programme. Marie a complété cela avec des exemples spécifiques et des réussites des écoles où nous avions mis en œuvre le projet. Dans une école rurale d'Auvergne, raconte Marie,
nous avons constaté une augmentation de 30% de l'engagement des élèves en seulement 3 mois. L'une des élèves, Sophie, qui avait auparavant des difficultés en mathématiques, dirige désormais le club de robotique de l'école. Jacques écoutait attentivement, mais gardait une expression illisible. À la fin de la présentation, il a posé une série de questions détaillées sur la logistique, les coûts et l'évolutivité du programme. Je comprends que vous ayez eu de bons résultats dans certaines écoles, mais comment garantir que cela fonctionnera à plus grande échelle, dans différents contextes, a demandé Jacques, sur un ton sceptique. Marie a répondu avec assurance. Nous proposons un projet pilote dans différentes régions pour tester et ajuster précisément le programme selon les besoins. Notre approche est flexible et adaptable, ce qui nous permettra de personnaliser les stratégies selon les besoins spécifiques de chaque communauté scolaire. La discussion a duré des heures. Jacques semblait intéressé, mais hésitait encore. À un moment donné, il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant dehors quelques instants avant de se tourner vers nous. Croyez-vous vraiment que ce programme puisse transformer l'éducation en France ? A-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. Oui, Monsieur Dupont, nous y croyons pleinement, répondis-je, sentant la conviction dans ma voix. Les enfants méritent une éducation qui les prépare à l'avenir, et nous proposons une solution basée sur des preuves et des résultats concrets. Jacques resta silencieux un moment, puis se rassit. Très bien, dit-il finalement. J'autoriserai le lancement d'un projet pilote dans plusieurs écoles à travers le pays. Je veux voir des résultats concrets d'ici 1 an. J'ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude. Marie m'a souri et je savais que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Merci, Monsieur Dupont. Nous ne vous décevrons pas, a-t-il dit en nous serrant la main. En quittant le bâtiment du ministère, un sentiment de soulagement mêlé à la conscience de l'énorme défi qui m'attendait m'a submergé. Marie m'a fait un câlin. Nous l'avons fait, Pierre. Il est maintenant temps de montrer au monde de quoi notre programme est capable. Ainsi, avec l'autorisation du ministère, nous avons commencé à étendre notre projet pilote. Nous savions que le chemin serait ardu, mais nous étions déterminés à prouver la valeur et l'impact de nos idées, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les étudiants de France. Lorsque le projet pilote a finalement commencé, je savais que je me dirigeais vers un champ de mine. Il y avait beaucoup d'attentes autour du programme et la pression était énorme. Marie et moi étions conscients que n'importe quelle erreur pouvait être utilisée contre nous, notamment par Antoine Lefebvre, qui n'a pas manqué une occasion de nous attaquer. Cependant, nous étions déterminés à montrer au monde que notre approche pouvait réellement transformer l'éducation. Je me souviens d'un matin particulier où Marie est entrée dans mon bureau avec un air inquiet. « Pierre, as-tu vu l'article qu'Antoine a publié hier ?» a-t-elle demandé en brandissant un journal. Je lui ai pris le journal des mains et j'ai lu le titre « Éducateur visionnaire ou charlatan ?» Le nouveau programme éducatif sous le feu des critiques. Il dit que notre programme nuit aux élèves, que les notes chutent et que les enseignants sont mécontents, a-t-elle poursuivi. C'est absurde. Nous disposons de données qui prouvent exactement le contraire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Marie, nous devons répondre à cela avec des faits, pas avec des émotions. Rassemblons toutes les preuves et préparons une réponse solide. Nous ne pouvons pas le laisser nous abattre avec ces mensonges. Nous avons passé les jours suivants à travailler sans relâche pour collecter des données et des témoignages prouvant les bénéfices du programme. Nous avons organisé une rencontre avec les directeurs des écoles participant au projet pilote et j'ai été surpris par le soutien chaleureux que nous avons reçu. Pierre, je dois admettre que j'étais sceptique au début, a déclaré le directeur d'une des écoles, Monsieur Lambert. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Les étudiants sont plus engagés, les notes se sont améliorées et l'absentéisme scolaire a diminué. Je soutiens pleinement votre programme. Une autre directrice, Madame Dubois, aucun lien de parenté, a ajouté, je n'ai jamais vu les élèves aussi enthousiastes à l'idée d'apprendre. Ils adorent les activités interactives et absorbent vraiment le contenu. Antoine a tort et nous devons le montrer aux élèves. Public. Fort de ces témoignages, nous avons organisé une conférence de presse pour clarifier les fausses allégations d'Antoine. Marie et moi étions nerveux mais préparés. Le moment venu, je suis montée sur scène et j'ai commencé la représentation. Bonjour à tous.
Je m'appelle Pierre Dubois et je suis ici pour parler de notre programme éducatif novateur qui a fait l'objet de critiques infondées. Je voudrais commencer par présenter les données recueillies au cours des derniers mois, qui montrent des améliorations significatives dans les notes des élèves et leur participation en classe. Marie est également montée sur scène pour prendre la parole. En tant qu'éducateur avec plus de 30 ans d'expérience, je peux dire que je n'ai jamais vu un programme avec autant de potentiel de transformation. Les résultats que nous constatons sont réels et impactants. Voici quelques témoignages de directeurs d'école qui ont mis en œuvre le projet pilote. Elle a alors commencé à lire les déclarations que nous avions recueillies et l'atmosphère dans la pièce a commencé à changer. Les journalistes présents prenaient furieusement des notes, certains commençaient même à poser des questions plus favorables. « Comment expliquez-vous les critiques du professeur Lefebvre ?» a demandé un journaliste. J'ai répondu fermement. Les critiques du professeur Lefebvre reposent sur des données fausses et mal interprétées. Nous avons des preuves concrètes qui prouvent le contraire et nous sommes prêts à les partager avec tout le monde. Après la conférence, nous avons reçu un élan de soutien. De nombreux enseignants, parents et même élèves ont commencé à nous envoyer des messages d'encouragement. C'était un soulagement de savoir que nous n'étions pas seuls dans cette bataille. Cependant, nous savions qu'Antoine n'abandonnerait pas si facilement. Il a poursuivi sa campagne de diffamation, mais nous étions désormais mieux préparés. Nous avons créé un comité de soutien composé d'enseignants, de directeurs d'école et d'experts en éducation, tous déterminés à défendre le programme. Lors d'une réunion du comité, Marie a suggéré « Nous avons besoin d'une plateforme où nous pouvons partager les informations et les résultats en temps réel. » De cette façon, toute tentative de sabotage sera rapidement démystifiée. Excellente idée, Marie. Créons un site web et une série de webinaires pour tenir tout le monde informé et engagé. Nous devons être transparents et proactifs, ai-je répondu. Grâce à cette nouvelle stratégie, nous avons pu étendre davantage le soutien à notre programme. Et, à notre grande surprise, même certains des anciens critiques ont commencé à changer d'avis. La bataille était encore loin d'être terminée, mais le vent tournait en notre faveur. Le succès du projet pilote était de plus en plus évident et nous savions que nous étions sur le point de faire un grand pas vers l'adoption nationale du programme. Cependant, de nombreux défis nous attendaient encore, et nous étions prêts à les affronter avec la même détermination et le même courage qui nous ont amenés ici. Fort du soutien croissant et des résultats positifs du projet pilote, le ministère de l'Éducation a décidé d'étendre le programme à toutes les écoles du pays. J'étais ravi de la nouvelle, mais je savais que les défis n'étaient pas terminés. Antoine Lefebvre, se rendant compte que son pouvoir et son influence déclinaient, tenta un dernier coup désespéré pour discréditer mon travail. Un après-midi, Marie s'est précipitée dans mon bureau, visiblement agitée. « Pierre, tu ne vas pas le croire » s'écria-t-elle en brandissant une liasse de papier. Antoine a falsifié des documents pour tenter de prouver que les données que nous avons présentées sont fausses. « Que veux-tu dire, Marie ?» ai-je demandé, ressentant un mélange d'incrédulité et de colère. A-t-il vraiment atteint ce point? Oui, il est désespéré. Mais ne vous inquiétez pas, Pierre. J'ai déjà agi. J'ai contacté un ami journaliste, Jean-Luc, qui a une réputation irréprochable et est connu pour ses enquêtes approfondies. Il travaille déjà sur Il. La semaine suivante fut un véritable tourbillon. Jean-Luc, le journaliste d'investigation, commence à creuser le complot d'Antoine. Marie et moi avons fourni toutes les informations et preuves dont nous disposions pour vous aider dans votre enquête. Jean-Luc était impitoyable et déterminé à révéler la vérité. « Pierre, il faut me faire confiance », a déclaré Jean-Luc lors d'une de nos rencontres. « J'ai déjà eu affaire à des gens comme Antoine. Il peut avoir de l'influence, mais la vérité a une façon de sortir. » Pendant que Jean-Luc travaillait, la tension était palpable. Je savais que si Antoine parvenait à discréditer mon projet, des années de dur labeur pourraient être gâchées. Mais en même temps, la confiance de Marie et le professionnalisme de Jean-Luc m'ont redonné espoir. Finalement, après quelques semaines d'enquête intense, Jean-Luc m'a appelé. « Pierre, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Exposons Antoine. » Marie et moi avons regardé nerveusement Jean-Luc présenter son rapport explosif lors d'une conférence de presse. La salle était pleine de journalistes et d'éducateurs.
Jean-Luc a détaillé comment Antoine avait falsifié des documents et manipulé des informations pour tenter de détruire mon projet. La vérité a été révélée clairement et sans équivoque. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méprisable dans ma carrière, a déclaré Jean-Luc aux journalistes. Antoine Lefèvre a non seulement tenté de saboter un programme qui profite manifestement à des milliers d'élèves, mais il a aussi trahi la confiance de l'ensemble de la communauté éducative. La réaction a été immédiate et énergique. Antoine Lefèvre a été licencié et publiquement déshonoré. La communauté éducative, auparavant divisée, était désormais unie pour soutenir mon programme. Ce jour-là, en regardant tomber Antoine, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'accomplissement. Toute la lutte, tous les efforts et toutes les nuits blanches en valaient finalement la peine. « Pierre, tu l'as fait », dit Marie en souriant. « Votre rêve est devenu réalité. » Je la regardais, émue. « Non, Marie. Nous l'avons fait. Sans vous et sans le soutien de tous ceux qui ont cru au projet, cela n'aurait pas été possible. » Avec la démission d'Antoine, le ministère de l'Éducation a accéléré le processus d'élargissement du programme. J'ai reçu d'innombrables messages de soutien de la part d'enseignants, de parents et d'élèves de tout le pays. Voir l'impact positif sur la vie des étudiants m'a rempli de fierté et de satisfaction. Aujourd'hui, le programme est adopté au niveau national et l'éducation en France ne sera plus jamais la même. La résistance initiale, le sabotage et les défis n'ont fait que renforcer ma conviction que l'éducation peut transformer des vies. Et surtout, j'ai appris que la vérité et la persévérance prévalent toujours. En parcourant les couloirs de l'école où tout a commencé, j'ai vu des élèves engagés, des enseignants motivés et un environnement d'apprentissage dynamique. J'ai ressenti une profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu et, plus important encore, pour n'avoir jamais abandonné mon rêve. « Pierre, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Marie pendant que nous regardions les élèves. J'ai souri et répondu, « Continue d'innover, Marie. L'éducation est un champ de possibilités infinies et il reste encore beaucoup à faire. »